Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du syndrome du sauveur. Donc c'est un syndrome caché parfois sous beaucoup de couches de jugement envers soi-même. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait ce besoin de sauver les autres, d'aider les autres? Ou alors vous êtes-vous observé lorsque votre tentation de sauver l'autre était si grande que vous oubliez votre propre bonheur? Ici, je n'évoque pas le fait d'aider, de vouloir sauver un proche, son enfant, etc., où d'autres enjeux, émotions entrent en compte, mais plutôt de cette envie, par exemple, à devenir thérapeute ou coach, ou alors toute autre forme de contribution au monde. Je pense qu'aider l'autre est une envie naturelle et très forte pour certains, fait partie d'une valeur importante pour d'autres, peut-être un conditionnement ou alors parfois une réaction à ce qu'on vit pour nous-mêmes, et encore bien d'autres manifestations. C'est intéressant de ressentir une fois pour soi-même d'où part cet élan en nous. Est-ce en attente d'un retour extérieur, une validation de l'autre, d'un élan du cœur, de la vie, de cette petite voix en nous qui nous guide, ou est-ce le fruit d'un long cheminement intérieur? Pour mon histoire personnelle, j'ai bien vu plusieurs basculements. Pendant une période de ma vie, j'ai cherché à sauver ceux qui souffraient, car oui, cela me faisait mal au cœur de les voir se détruire. On a envie de les aider, de les soulager, mais j'ai dû faire un chemin de compréhension, de me dire que chacun se sauve lui-même, entre guillemets, et qu'on peut être là pour leur tendre une main, mais que si l'autre n'est pas prêt à la prendre, il est difficile de le forcer. Et peut-être que cela ne l'aiderait pas car l'autre a besoin aussi de trouver ses propres réponses et son autonomie. Bien sûr, je ne parle pas ici de situations où une aide extérieure est nécessaire selon l'âge de la personne ou par exemple sa capacité de discernement. C'est comme le dicton qui dit qu'on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. J'ai envie d'intituler ce prochain chapitre « Le chemin de l'autre » car il est important, je pense, de se rappeler que chacun a son chemin à faire et que ma vérité n'est pas celle de l'autre. Cela paraît une phrase bateau, mais essentielle. Il n'y a pas une méthode miracle entre guillemets pour tout le monde, mais chacun a ses ressources et parfois certains ne veulent pas changer. Plutôt que de chercher à changer l'autre, pouvons-nous nous questionner sur ce qu'il vient refléter en moi? Pourquoi l'autre aurait tort d'agir ainsi et moi raison? L'autre vient remettre en question mon rapport à la confiance en l'autre et en la vie. Et j'ai d'ailleurs fait un autre épisode par rapport à ce sujet que je t'invite à aller écouter par la suite, si le cœur t'en dit, pour approfondir ce thème de la confiance. Peut-on faire la différence entre forcer l'autre à aller dans une certaine direction versus accompagner l'autre à faire son propre cheminement? En effet, si la personne n'est pas prête à un travail thérapeutique, on ne peut la forcer. Quand je souffrais d'anorexie, quand j'étais vraiment dedans, cela ne servait à rien de me forcer à prendre du poids car c'était trop confrontant. Ce qui m'a aidé, c'est de venir nourrir le vivant en moi. Grâce d'ailleurs au livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, cela a fait éclater quelque chose en moi et alors le travail a pu commencer. Il y avait l'espace pour que la vie puisse me traverser. Sinon, c'est comme parler à un mur, mais cela prend du temps. Il y a beaucoup d'obstacles, de briques pour s'ouvrir totalement, pour que le papillon sorte du cocon.
Il suffit parfois d'une rencontre, d'un livre pour venir faire un changement énorme en soi. Ce sont divers déclics qui viennent ouvrir des portes. Comme je l'ai dit, en tant que thérapeute, on peut vouloir sauver tout le monde en pensant détenir la vérité, mais c'est un leurre. En tant que thérapeute, on peut donc faire face au refus du patient à faire ce que nous jugeons juste, et cela peut provoquer des vagues d'émotions intenses en nous-mêmes. Un sentiment d'injustice, une contradiction face à nos valeurs et réveiller des peurs également. Peut-être qu'on projette sur l'autre notre propre peur de l'échec, du regard de l'autre, etc. L'autre est donc un miroir qui permet de mettre en lumière nos blessures. Mais d'une certaine manière, l'autre n'est pas forcément responsable de la façon dont nous abordons son problème. Il n'est pas responsable des émotions qui sont déclenchées en nous. Il vient comme un miroir nous montrer nos émotions et à nous de les accueillir. Ce n'est pas également à l'autre, au patient, de venir combler un manque en moi-même. Je me nourris moi-même pour accueillir l'autre tel qu'il est et non tel que je voudrais qu'il soit. Je ne cherche donc pas à contrôler la relation. Je ne vis pas dans des projections, mais je les observe. Un autre aspect du syndrome du sauveur est celui de l'ordre de l'empathie. J'en parle un peu dans mon dernier article de mon blog sur les pistes de réflexion que m'a amené le métier d'infirmière. Il peut y avoir parfois cette partie en soi qui excuse le comportement de l'autre, car on peut s'identifier à lui et à son histoire. On peut avoir peur de s'affirmer et avoir peur de blesser l'autre, car on a l'impression de se blesser soi-même. Il y a donc une peur de se positionner face à l'autre, car on prend à cœur son histoire et son vécu. On peut avoir l'impression de se trahir soi-même. On souffre avec l'autre et on le protège. Cela arrive lorsqu'on se sent encore fortement lié à son ancienne histoire et que l'autre vient refléter une situation qui ressemble à mon vécu. Si nous n'avons pas pu faire un travail d'introspection, de transformation et de construction de son estime personnelle, nous pouvons peut-être être amenés à vouloir sauver l'autre en voulant se sauver encore un peu soi-même. Pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple le fait que vous ayez en face de vous une personne qui se laisse aller entre guillemets, qui ne souhaite pas cheminer vers la guérison ou qui vous reflète une partie en vous qui vit dans la honte, par exemple. Et je peux reconnaître ce comportement aussi en moi en tant que thérapeute. Je peux avoir peur de me positionner et avoir envie d'excuser son comportement. En fait, si je juge son comportement, je juge le mien et ça me fait souffrir. À l'inverse, si on arrive à transformer cela, on peut voir que ce que nous avons vécu peut être une source de compréhension envers l'autre. Le fait d'avoir traversé les mêmes épreuves permet de développer une qualité d'écoute et d'empathie. Et si nous avons pu faire ce pas à l'intérieur de nous-mêmes d'évolution, d'affirmation, on peut alors voir l'autre tel qu'il est avec ses besoins et non selon ses propres projections. Oui, l'autre reflète des anciens comportements que je pouvais avoir, de souffrance, mais chaque histoire est unique et je n'ai pas à projeter la souffrance que j'ai vécue sur l'autre et de prendre sa douleur. Mais je me recentre. Ok, j'ai vécu ça, mais de ma manière, j'ai évolué et je me fais surtout confiance. Mon but n'est pas de juger le comportement de l'autre, mais de me positionner dans la relation. La relation me donne des outils pour apprendre à me connaître, voir mes forces ou voir les parties qui ont besoin d'être remerciées. Mais je ne souffre pas à travers l'histoire de l'autre. Si l'on parle d'une situation ou d'un comportement, par exemple, lors de colloques ou autres, je n'ai pas à me sentir visée ou blessée. J'ai envie d'intituler ce prochain chapitre « Être relié à son pourquoi ». De vouloir à tout prix sauver l'autre sans parfois être relié à son pourquoi peut nous faire perdre aussi le sens de ce qu'on fait, de notre rôle peut-être de soignant. À l'inverse, quand on trouve ce qui nous fait vraiment vibrer, il y aura moins d'épuisement et une fluidité de la vie. J'ai la sensation aussi que lorsqu'on est pris dans le syndrome du sauveur, il y a une certaine peur qu'on nous vole cette place,
car on pense détenir la vérité, surtout lorsqu'on cherche cette validation extérieure. Il peut y avoir cette sensation de ne jamais être assez ou faire assez pour l'autre, de dévalorisation. Lorsque j'ai commencé à sortir de ma période d'anorexie et de boulimie, j'ai senti cet élan à vouloir aider les autres, de partager mes prises de conscience, car je pense ressentir cette liberté, tout cet amour est une chose qu'on a aussi envie pour l'autre, qu'il puisse le découvrir. Car oui, au fond de nous, nous ne sommes pas séparés. Je ne savais pas encore comment cela se manifesterait à part cette envie de publier plus tard mon livre. Mais sur mon cheminement, j'ai toujours senti que pour aider les autres, il fallait aussi être assez solide à l'intérieur. Car aider les autres qui ont vécu la même problématique peut être aussi confrontant. J'avais aussi cette appréhension que l'autre, à travers son histoire, puisse aussi me faire remonter d'anciennes angoisses, d'anciens schémas de pensée et me faire rebasculer. Et donc parfois le syndrome du sauveur peut aussi nous pousser à une grande ambition et faire qu'on veuille peut-être avancer plus vite que la musique. Mais parfois il faut aussi aller un pas après l'autre et prendre le temps d'intégrer les choses. Être authentique avec soi-même, quand peut-être là on n'est pas en mesure d'aider, qu'il faut peut-être déléguer ou alors mettre ses limites. Être thérapeute ne veut pas dire je pense tout savoir et pouvoir tout aider, mais être intègre et à l'écoute. À l'écoute lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsque nous aussi nous avons besoin d'être aidés. Je peux aussi dire que lorsque j'ai pris conscience de tout le mal que j'avais fait autour de moi durant ma période d'anorexie et de boulimie, je me sentais si coupable que de sauver, aider les autres était comme une possibilité de réparer ce que j'avais fait, entre guillemets. Mais du coup, cela partait aussi d'une dévalorisation de moi-même à la base. Lorsque je travaillais comme aide-soignante, je me sentais obligée, par exemple, d'accepter toute situation lourde, de me dépasser, de m'épuiser en pensant le mériter. Il y avait la peur de blesser l'autre, de contredire, et donc une manifestation de désamour pour moi-même. Puis en continuant à cheminer, à me pardonner, me donner de la valeur, j'ai pu prendre confiance, m'affirmer et surtout me respecter, ou en tout cas rééquilibrer la balance. On peut se sentir pleinement à sa place de thérapeute, mais les formes que peuvent prendre les actions sont infinies et c'est ça la beauté. De pouvoir explorer, ne pas rester figé dans un syndrome du sauveur, mais en transformant l'envie d'aider en créativité. Depuis une zone en nous où c'est fluide, c'est joyeux et non soumis à une sorte de contrainte qu'on se pose parfois pour soi-même. Car oui, je pense la joie est un beau curseur qui nous permet de nous orienter. Quand on est en profonde joie, inspiré à aider l'autre et que le syndrome du sauveur prend moins de place, on peut alors être guidé par une force bien plus grande qui inclut tout le vivant. Parfois en faisant des choses qui nous mettent en joie sans forcément être thérapeute et en aidant indirectement les autres. Être thérapeute, ce n'est, je pense pas, se sacrifier, mais peut-être inspirer l'autre à être lui-même, aligné et en paix avec ses zones d'ombre. On ne peut pas dire à l'autre d'être en paix avec lui-même si on est guidé par notre ego dans la relation, dans le fait d'avoir besoin de la reconnaissance à travers l'autre. C'est le risque en tant que thérapeute parfois de chercher à tout prix d'être reconnu dans les yeux de l'autre et donc de souffrir du désaccord. Alors je vous invite à vous poser déjà les questions suivantes. Quelle est cette partie à l'intérieur de moi en tant que thérapeute qui souhaite à tout prix sauver l'autre? Qu'est-ce que l'autre vient refléter en moi lorsqu'il refuse de guérir ou vient me confronter à des émotions désagréables? Cela peut être de la culpabilité, de l'impuissance à pouvoir trouver des solutions, un sentiment d'injustice, etc. Il existe différents types de thérapeutes en nous qui peuvent être reliés au syndrome du sauveur. Celui qui veut tout solutionner, imposer sa vision de la vie à l'autre, ne pas écouter l'autre, tout ramener à soi, etc. Si on pouvait prendre de la distance et se dire finalement quelle posture je veux adopter,
mais surtout, qu'est-ce que l'autre vient réveiller en moi pour que je sois ainsi avec lui dans la relation? Voici quelques questions que je vous propose encore pour vous aider à venir questionner vos croyances et voir à travers quel filtre vous regardez peut-être le patient. Donc, est-ce que ce que je propose fait sens pour le patient et moi? Quelles sont mes croyances projetées sur le patient? Quelle est la réalité du patient? Qu'est-ce qui me pousse à aider l'autre? Comment aider l'autre sans projeter notre histoire sur lui? Sommes-nous poussés à aider l'autre pour se prouver qu'on a réussi notre chemin et qu'on a la solution, ou simplement poussés par notre appel intérieur? Et finalement, qu'est-ce qui me nourrit comme thérapeute? Qu'est-ce qui me permet de développer une qualité d'être avant de faire? Voilà, j'espère que toutes ces questions et ces réflexions vous ont peut-être éclairé aussi sur votre chemin. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à venir partager sur les réseaux sociaux vos propres réflexions, votre cheminement intérieur par rapport à ce sujet, si vous le souhaitez. Et je serais ravie de pouvoir continuer cette discussion autour du syndrome du sauveur. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.